Bonsoir. Ouf, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud? Je vois que vous êtes d'accord avec moi. Sachez qu'on n'est pas les seuls. L'année 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et les choses ne vont pas s'arranger. D'ici 2050, nous aurons besoin de 3 planètes pour continuer à assouvir nos besoins. Et donc, il nous faut vraiment une rupture, un changement de paradigme, parce que sinon, les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Alors, mais comment avoir un changement durable sans l'adhésion des plus petits, sans l'éducation? Comment éduquer pour arriver à une viabilité future? L'UNESCO, chef des files des Nations Unies pour l'éducation au développement durable, nous indique que 45% de la documentation scolaire ne présente pas ou très peu les sujets environnementaux. Nous n'y sommes donc pas encore. Mais j'ai une pépite pour vous. Les aires marines éducatives. Une pépite. Mais en fait, j'aurais dû dire une perle, parce que les aires marines éducatives sont nées en 2012 aux Marquises. Elles naissent exactement dans une salle des classes d'une école primaire. Les enfants étaient en train d'écouter des biologistes leur présenter la richesse de la vie marine, quand un élève lève la main et elle demande « Moi aussi, je voudrais m'occuper de mon aire marine ». C'est comme ça qu'elles ont vu le jour. Aujourd'hui, une aire marine éducative, c'est quoi? C'est une zone de littoral à proximité de l'école dont les enfants sont responsables, dont ils ont la charge. Ils s'assurent de sa préservation et tout au long de l'année, avec leur institutrice et instituteur, ils y déroulent le programme scolaire, anglais, français, mathématiques, biologie. Une véritable salle des classes à ciel ouvert. Aux Marquises, là où on sait encore écouter la nature, là où nature et culture ne font qu'un, on arrive à bousculer les paradigmes de l'éducation environnementale. La Polynésie innove. Avec ma thèse, je me propose de démontrer que cette approche toute polynésienne, elle peut, 1, répondre à un besoin bien plus vaste et auquel toutes les sociétés sont confrontées, et 2, elle représente une véritable voie à suivre pour l'éducation au développement durable, bien au-delà du Pacifique, pour que tous les enfants soient responsables de leur mer, de leur terre, de leurs montagnes, de leur ciel, de notre planète. Et en fait, je suis désolée, mais j'ai encore chaud. Les élèves sont à l'eau, je vais les rejoindre. Cher public, bonsoir. Ce soir, je vous propose une expérience. Imaginez, vous êtes tous soignants, infirmiers, aides-soignants, kinés. Félicitations, vous travaillez au centre hospitalier de la Polynésie française. La partie droite, vous êtes les soignants pérennes titulaires de l'établissement. La partie gauche, vous êtes les soignants originaires de métropole venus travailler en Polynésie pour une durée déterminée. Vous savez comment ils vous appellent les autres? Les sacs à dos. Je suis venu travailler en Polynésie, découvrir la culture, les paysages et apprendre à soigner autrement. Encore des sacs à dos. On en a besoin, mais on a intérêt à faire attention aux erreurs. Et moi, qui suis-je? Je suis Baptiste, cadre de santé au Taoné. Et avec mes collègues, nous nous interrogeons. Comment se fait-il qu'avec ce turnover, ces difficultés statutaires, réglementaires et du marché de l'emploi, 1, l'organisation ne s'effondre pas, 2, il n'y a pas de catastrophe dans la prise en soin des patients? Eh bien, figurez-vous que les équipes font preuve de vigilance collective. Mais qu'est-ce que la vigilance collective? Eh bien, la vigilance collective, c'est un savoir-faire opérationnel propre au groupe qui permet l'anticipation et la résolution des erreurs. Cas concret, lors de la crise Covid, un patient est sortant et a besoin d'oxygène à domicile. L'infirmier sac à dos, pas tout à fait aguerri aux subtilités polynésiennes,
remet l'ordonnance au patient et le laisse partir. C'est l'aide-soignante pérenne qui donne l'alerte. Le patient n'a pas d'électricité à la maison. Effectivement, le patient, ne parlant pas très bien français, n'a pas compris les recommandations. Il n'a pas osé le dire. Le fameux « OK alors », le patient fut orienté vers une structure adaptée pour sa convalescence. En tant que chercheur immergé, par une approche ethnographique via une étude de cas, nous cherchons à comprendre comment cette vigilance collective se renouvelle. Ma thèse se veut être un puissant outil managérial transposable aux organisations qui connaîtraient des problématiques similaires. Ce soir, je vais vous révéler un petit secret. Figurez-vous que la vigilance collective se renouvelle là où on ne s'y attend pas, lorsque les soignants de toute horizon interagissent de façon informelle dans les espaces interstitiels des services, couloirs, terrasses, offices de repos. Et qui plus est, nos spécificités polynésiennes faciliteraient drôlement les choses. Ma thèse se veut ainsi être aussi un outil de formation pour les managers. Cher public, cher jury, je vous remercie. Bonsoir. Ma thèse s'intéresse au concept des élus marquisiens, le statut de communauté d'archipel. Et qu'est-ce qu'ils ont encore inventé, ces marquisiens? Quel statut? Apparemment, ce serait une collectivité particulière, un statut juridique, une autonomie administrative, un pouvoir d'adapter les textes de l'État et du pays, un pouvoir réglementaire sur les normes du pays. Pourront-ils l'assumer? De plus, ils réclament la compétence financière. Le pays n'est pas dupe. Ils n'ont pas la capacité de mettre en place des taxes, des impôts. Entre vous et moi, qu'est-ce qu'ils demandent réellement? 2 secondes. Leur autonomie, leur émancipation dans l'autonomie de la Polynésie française. Une revendication séparatiste, difficile à exaucer. Pourtant, leur solution juridique a évoqué ce droit à la consultation locale, ce droit à la différenciation par expérimentation sur une période d'essai de 3 ou 5 ans, mérite votre attention. Cette thèse se propose de confirmer que l'émancipation marquisienne viendra bouleverser le statut de la Polynésie française. Mais, et oui, il y a un mais, le pays, l'État, refuse la séparation. L'unité polynésienne. Réflexion collective avec le pays. Si l'État et le pays refusent, on voudrait dire que les marquisiens n'ont pas accompli leur mission. Si le pays et l'État acceptent, l'archipel aura un statut juridique, aura un pouvoir de décision adapté à ses spécificités. Mais les marquises seront obligées d'accepter. Ils pourront se servir du statut de Saint-Barthélemy. Paul Gauguin l'a cité. Lucien Mitete l'a écrit. Jacques Brel l'a récité. Merci.
Bonsoir à tous et merci pour vos applaudissements. La recherche d'efficience dans un système de santé en Polynésie française et qui touche à la fois le public et le privé. Voilà ce dont je vais vous parler ce soir. Public, c'est l'hôpital, c'est le dispensaire. Privé, c'est des cliniques et tout ce qui existe en structure aval. Quel est le contexte? Aujourd'hui, le contexte est contraint. Pénurie de ressources humaines, de ressources financières. Ce qui nous amène à repenser ou à tenter de repenser le schéma général de la santé. Quelle est la question de recherche? Comment va-t-on réussir à apporter le meilleur soin possible à notre population tout en maîtrisant les dépenses? Quel dilemme! Ma thèse, recherche-action, implique une parfaite compréhension du système, des enjeux de la Polynésie et sa particularité insulaire. Trois objectifs. La complémentarité, le partage de ressources, la mutualisation de ressources, la responsabilité du personnel soignant, des soignants. Ce PPP, partenariat public-privé, va se structurer autour d'un projet médical à l'image de la taille de la Polynésie. Ce projet médical sera ensuite décliné en projet d'établissement dédié à chaque structure. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je viens vous parler de la terre. La terre qui peut être sacrée, nourricière, transmise, mais aussi accaparée, exploitée. La terre dont la possession peut être source de conflits, car notre rapport à la terre est complexe. Ma thèse est en lien avec la terre. C'est une thèse d'histoire qui s'appuiera sur des éléments de droit et d'anthropologie. Mais tout d'abord, pourquoi ce sujet? Eh bien, la question de la terre est plus que jamais d'actualité en Polynésie. Elle a inondé nos tribunaux, au point de pousser à la création d'un tribunal foncier afin de les désengorger. Elle fait aussi régulièrement les gros titres de la presse. Elle va jusqu'à déchirer les familles sur des questions d'indivision. Tout d'abord, il nous faut définir deux termes essentiels du sujet, appropriation et expropriation. L'expropriation est le fait de l'État ou d'une collectivité territoriale qui se saisit d'une terre moyennant un dédommagement financier. Tandis que l'appropriation peut être le fait d'un particulier occupant illégitimement un bien. Sachant qu'en droit français, une occupation illégitime peut devenir légitime à condition de durer suffisamment longtemps. Mon sujet couvrira l'ensemble des archipels de la Polynésie, mais devra forcément se restreindre à un certain nombre d'îles choisies pour leur spécificité. Pour mes recherches, je m'appuierai en premier lieu sur les écrits des chercheurs m'ayant précédé, mais aussi sur les fonds d'archives du service du patrimoine archivistique et audiovisuel, et notamment sur le fonds du gouverneur dès que celui-ci sera de nouveau accessible, mais aussi sur les entretiens que je mène auprès du personnel de la direction des affaires foncières
et des juges des tribunaux fonciers et forains. Mais quel est l'objectif ? Eh bien, il s'agira dans un premier temps de comprendre quel était le rapport des anciens Polynésiens à la terre, pour mieux voir comment celui-ci a pu évoluer au fil du temps, et notamment suite au contact avec le monde occidental et au phénomène de la colonisation. Mais aussi face à d'autres phénomènes, tels que la création d'étomités, la création d'un cadastre incomplet, ainsi que des nouveautés venues perturber la vie polynésienne, telles que la monnaie, le salariat et l'endettement, qui ont tous trois beaucoup contribué au phénomène d'appropriation. Ce sont à toutes ces questions que nous essaierons de répondre, tout en abordant des événements spécifiques liés au foncier polynésien, notamment, par exemple, le cas de la grande plantation de coton d'Atimaono et d'autres. Je vous remercie de votre attention.